Je venais d'hériter de 29 millions de dollars et me suis précipité chez moi pour le dire à mon mari, mais un grave accident m'a envoyé à l'hôpital. À ma grande surprise, il n'est jamais venu me voir. Quand j'ai appelé, il a dit qu'il n'avait ni temps ni argent pour une perdante. Quelques jours plus tard, il est arrivé avec sa nouvelle femme pour se moquer de moi, mais quand elle m'a vu, elle a hurlé. Je m'appelle Amani Washington et j'ai 34 ans. Avant de continuer l'histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez déjà été trahi par la personne qui était censée vous aimer le plus, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, car vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Le bip sonore fut la première chose que j'ai perçue. Un bip 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 aigu et régulier qui perçait le brouillard dans ma tête. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. Les lumières fluorescentes de la chambre d'hôpital étaient comme des couteaux poignardant mon cerveau. J'étais à l'hôpital Mercy General à Atlanta. La chambre était froide, stérile et sentait légèrement l'antiseptique et quelque chose de métallique. Une douleur aiguë et déchirante m'a transpercé la poitrine alors que j'essayais de prendre une profonde inspiration. C'était comme si mes côtes grinçaient les unes contre les autres. Tout est revenu en mémoire par fragments brisés et terrifiants. Le flash des phares massifs dans mon rétroviseur m'aveuglant. Le son horrifiant et assourdissant du métal qui se tord et du verre qui se brise. Et juste avant cela, des heures auparavant, la voix aimable d'un avocat âgé, Monsieur est, dans un bureau chic du centre-ville. Son bureau sentait les vieux livres et le cuir coûteux. Félicitations, Madame Washington. Votre tante Hattie vous a légué l'intégralité de sa succession. La fiducie est évaluée à 29 millions de dollars. 29 millions. Un chiffre si grand qu'il semblait irréel. La douleur dans ma poitrine m'a ramené au présent. J'étais en vie. J'avais survécu. Mon corps me semblait être une masse de plomb, meurtri et brisé, mais je respirais. J'ai cherché frénétiquement mon téléphone sur la table de chevet. Il était là, sur le plateau en métal à côté d'un gobelet en plastique d'eau, mais il était en morceaux. L'écran était une toile d'araignée de verre brisé, complètement noire, inutilisable. J'ai cherché à tâtons le bouton d'appel de l'infirmière, mes doigts faibles et maladroits. J'ai appuyé encore et encore. Mon mari Marcus, où est-il? Sait-il que je suis ici? Ce furent les premiers mots que j'ai réussi à prononcer lorsque la porte s'est ouverte. Une infirmière est entrée. C'était une femme afro-américaine plus âgée, sa blouse d'un bleu délavé. Son visage était aimable, mais marqué par la profonde fatigue de quelqu'un qui en a trop vu. Son badge indiquait « Jackie ». Elle se déplaçait avec une efficacité née de l'habitude, vérifiant la perfusion connectée à mon bras, ses yeux jetant un coup d'œil au moniteur cardiaque. Elle m'a regardé avec une pitié profonde que je ne comprenais pas encore. « Ma chérie », dit l'infirmière Jackie, sa voix basse et fatiguée. « Ça fait 4 jours que vous êtes ici. Vous étiez dans le coma. On a craint pour votre vie pendant un moment. 4 jours ?» Ma voix était un râle sec. Ma gorge était comme du papier de verre. « Où est Marcus ?» Mon mari Marcus Vance. Il doit être mort d'inquiétude. A-t-il appelé? Est-il dans la salle d'attente? J'étais désespéré, m'accrochant à l'idée de le voir débouler dans le couloir. L'infirmière Jackie a soupiré, le genre de soupir qui vous prépare à de mauvaises nouvelles. Elle a évité mon regard une fraction de seconde, assez longtemps pour que mon estomac se noue. Aucun homme du nom de Marcus n'est venu vous rendre visite, ma chérie. Pas un appel, pas un message laissé à l'accueil. Nous avions votre nom, Amani Washington, et nous avons indiqué un certain Marcus Vance comme votre contact d'urgence. Nous l'avons appelé plusieurs fois. Personne n'a répondu. Non, c'est impossible, ai-je murmuré, secouant la tête, ce qui a provoqué une nouvelle vague de douleur dans mon crâne. Il doit être en voyage d'affaires. Sa start-up. Il voyage pour sa start-up. Je me cherchais des excuses. Je le savais. Mais l'alternative était trop horrible à accepter. Je savais que Marcus, mon mari de 36 ans, pouvait être égoïste. Je savais qu'il était amer à cause de ses échecs, qu'il m'en voulait pour mon emploi stable et mal payé dans une organisation à but non lucratif pendant que ses rêves s'effondraient. Mais pas ça, pas l'abandon. Ce devait être une erreur. Je dois l'appeler, ai-je insisté, essayant de me redresser sur mes coudes, mais la douleur était aveuglante. Je dois lui faire savoir que je vais bien. Mon esprit s'emballait, croyant toujours que tout cela n'était qu'un terrible, terrible malentendu.
J'ai pensé aux 29 millions de dollars. Il serait si soulagé. Cet argent résoudrait tous nos problèmes. Il le rendrait à nouveau heureux. Il viendrait pour moi. Il le devait. Ma main tremblait si fort que je pouvais à peine tenir le lourd combiné en plastique du téléphone de l'hôpital que l'infirmière Jackie m'a tendu. J'ai composé le numéro de Marcus, mes doigts glissant 2 fois sur le clavier. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, à la 3e sonnerie, il a décroché. Mais ce n'est pas sa voix que j'ai entendue en premier. C'était le son de sa vie. De la musique R&B forte, le tintement des verres et un éclat de rire aigu d'une femme en arrière-plan. Il était à une fête. Quoi, a-t-il aboyé dans le téléphone, sa voix sèche et agacée, comme si j'étais un démarcheur téléphonique interrompant son dîner. Marcus, ai-je murmuré. Ma voix s'est brisée et le premier sanglot s'est échappé. Marcus, c'est moi. Où es-tu? Je l'ai entendu souffler d'impatience. Imani, qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. Je suis en plein milieu d'une réunion avec des partenaires importants. Tu sais, l'affaire dont je te parlais. Qu'est-ce que tu veux? Je suis à l'hôpital, ai-je pleuré, les larmes coulant librement, maintenant chaudes et piquantes contre ma peau meurtrie. J'ai eu un accident. Je suis à Merci Générale. Il y eut une pause. La musique en arrière-plan ne s'est pas arrêtée. Sa voix, quand il a repris la parole, était glaciale. Pas inquiet, pas effrayé, juste agacé. L'hôpital. Tu es sérieuse? Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu as bousillé la voiture? Mon Dieu, Imani, toujours quelque chose. Non, ai-je haleté, la douleur dans ma poitrine s'intensifiant. Marcus, s'il te plaît, tu dois venir. Un camion. Il m'a percuté. J'ai des côtes cassées. Ils ont dit que j'étais dans le coma pendant 4 jours. La musique s'est soudainement tue, comme s'il s'était éloigné du bruit, non pas pour avoir de l'intimité, mais pour être mieux entendu. Ces mots suivants n'ont pas été criés. Ils ont été prononcés avec un mépris bas et glaçant qui m'a blessé plus profondément que n'importe quel os brisé. Écoute, Imani, dit-il, la voix plate. J'en ai marre de toi. J'en ai tellement marre de tes drames. Tu es toujours une victime. Tu es un fardeau. J'essaie de construire quelque chose ici, quelque chose de réel, et tu ne fais que me tirer vers le bas. Quoi? De quoi parles-tu? Ai-je murmuré, confuse. Je n'ai pas le temps, a-t-il lancé sèchement. Et je n'ai pas l'argent pour courir après une perdante. Tu me comprends, une perdante? Tu te débrouilles toute seule. Prends soin de toi. Puis le clic. Il était parti. La tonalité a bourdonné à mon oreille, forte et moqueuse dans la chambre d'hôpital silencieuse. J'ai lentement reposé le combiné sur son socle. Ma main était maintenant parfaitement stable. Les larmes se sont arrêtées. Une perdante. J'ai fixé le mur beige et vide. Le mot résonnait, perdante. Pendant 10 ans, j'avais soutenu sa soi-disant start-up. 10 ans de mon salaire de ce travail à but non lucratif qu'il méprisait, ce travail qui payait notre loyer, nos factures, notre assurance auto, ce travail qui finançait sa vie. Je payais les costumes chers qu'il portait pour ses soirées de réseautage. Je payais les cartes de crédit qu'il maximisait lors de dîners d'affaires. C'est moi qui mangeais les restes au déjeuner pour qu'il puisse inviter des investisseurs potentiels à manger un steak. Pendant une décennie, j'avais été son roc, son soutien, la personne qui lui disait qu'il était brillant quand le monde lui disait qu'il échouait. Et maintenant, allongé sur un lit d'hôpital, brisé et seul, j'étais la perdante. La trahison était si absolue, si pure, qu'elle semblait être une chose physique. C'était une pierre froide et dure qui se logeait dans mon estomac, plus lourde et plus douloureuse que n'importe quelle blessure de l'accident. Il ne m'avait pas seulement abandonné. Il m'avait méprisé depuis le début. Je fixais toujours le téléphone quand l'infirmière Jackie est revenue. Elle portait un petit plateau avec un verre d'eau et quelques pilules. Elle a dû voir l'expression sur mon visage. Les larmes avaient disparu. Le choc les avait gelées. J'avais juste froid. Elle a posé le plateau sur la table roulante, son mouvement lent et délibéré. Il vous a dit ça, n'est-ce pas, ma chérie? Sa voix était douce, mais il y avait une pointe de dureté, une colère qui n'était pas dirigée contre moi. Vous a appelé une perdante?
J'ai juste hoché la tête, les yeux fixés sur le mur beige en face de mon lit. Le mot « perdante » résonnait dans mes oreilles, encore et encore. Jackie a soupiré de ce même soupir fatigué et omniscient. Une perdante? C'est drôle. Il vit comme un roi. Cette carte American Express Gold que vous avez doit avoir une limite assez élevée. Ma tête s'est brusquement tournée vers elle. Le mouvement soudain a envoyé une pointe de douleur blanche et brûlante à travers mes côtes, mais mon esprit était soudainement plus rapide que la douleur. Quoi? De quoi parlez-vous? Les alertes de carte de crédit, dit-elle, sa voix baissant d'un ton. Le service de facturation de l'hôpital reçoit une notification lorsque la carte d'un patient enregistré est utilisée de manière intensive, en cas de fraude. Quelqu'un a dépensé $5 000 au magasin Gucci de Lenox Square hier après-midi et $2 000 de plus au steakhouse d'El Friscoes la nuit d'avant. J'ai pensé que c'était la famille. J'étais complètement figé. Quoi? C'est impossible. Mes cartes sont dans mon portefeuille. Mon portefeuille? Il est dans mon sac à main. La police doit l'avoir, depuis l'accident. Oh non, ma puce, dit l'infirmière Jackie. Elle a arrêté d'ajuster ma perfusion et m'a regardé droit dans les yeux. Son visage aimable était maintenant un masque de détermination sinistre. La police ne l'a pas. Nous l'avons. Ou plutôt, nous l'avions. Ma bouche est devenue sèche. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, vous l'aviez? Elle a pris une profonde inspiration. Le genre qu'on prend avant de donner de terribles nouvelles. Les registres de sécurité. Nous avons dû les vérifier ce matin quand les alertes de facturation sont arrivées. Un homme du nom de Marcus Vance, votre mari. Il est venu ici il y a 4 jours, le jour même de votre admission. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes brisées. Il était ici? Mais vous avez dit. Vous avez dit que personne n'était venu. Il était ici, répéta-t-elle, sa voix plate et dure. Il était ici pendant que vous étiez dans le coma, mais il n'a pas demandé à vous voir. Il n'a posé aucune question à un seul médecin sur votre état. Il est allé directement au poste des infirmières à l'étage des admissions, a montré sa carte d'identité, a dit qu'il était votre mari et qu'il devait récupérer vos effets personnels pour les garder en sécurité pour vous à la maison. Elle secoua la tête de dégoût. Nous avions une nouvelle infirmière en service, sa première semaine. Elle ne connaissait pas le protocole. Elle l'a cru. Elle est allée au local des biens et elle lui a donné votre sac à main. L'air a quitté mes poumons dans un souffle silencieux. Il était ici. Pendant que j'étais inconsciente, pendant que je luttais pour ma vie. Il était ici non pas pour me tenir la main, non pas pour prier pour moi. Il était ici pour voler mon portefeuille. Nous ne l'avons découvert avec certitude que ce matin, a poursuivi Jackie. Quand nous avons recoupé les alertes de fraude avec le registre des visiteurs et le rapport d'incident sur les biens. Il vous a volé, Amani. Pendant que vous étiez allongé ici même. Le choc était si total, si absolu, qu'il en était presque clarifiant. C'était une lame froide et tranchante qui se glissait entre mes côtes brisées, perçant quelque chose de plus profond que n'importe quel os. La douleur physique de l'accident n'était rien. C'était la vraie blessure. C'était l'attaque. L'homme que j'avais aimé, l'homme que j'avais soutenu, m'avait fait les poches pendant que j'étais en train de mourir. J'ai arrêté de pleurer. Ce n'était pas une décision. Les larmes se sont simplement arrêtées, comme si le robinet avait été violemment fermé. La douleur lancinante dans mes côtes, la douleur dans mon crâne, la raideur douloureuse de mon cou, tout cela s'est estompé. C'est devenu silencieux. Remplacé par un vide profond, net et terriblement clair. C'était un froid si intense qu'il brûlait. Il était ici. Ce seul fait résonnait dans le silence de mon esprit. Il était ici, dans cet hôpital, il y a 4 jours. Il savait que j'étais inconsciente. Il savait que je luttais pour ma vie. Et il n'a pas demandé à me voir. Il n'a pas demandé à un seul médecin si j'allais vivre ou mourir. Il est allé à l'accueil et il a volé mon sac à main. Il a volé mes cartes de crédit pendant que j'étais en train de mourir. Et puis, comme la dernière pièce manquante d'un puzzle horrifiant qui s'emboîte, ça m'a frappé. Ce n'était pas une pensée graduelle. C'était un choc violent. Un deuxième impact tout aussi brutal que le premier. Le dernier souvenir, celui juste avant les phares. Il est devenu soudainement, vivement clair. Plus un fragment brumeux et onirique.
C'était net. J'étais assise dans ma voiture, dans le parking du cabinet d'avocats et associés. L'odeur du béton humide et du vieux cuir de ma Honda de 10 ans. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû composer son numéro 2 fois. Je pleurais alors aussi, mais c'était des larmes de joie, d'incrédulité, d'un soulagement désespéré qui changeait la vie. Marcus avait décroché, sa voix instantanément agacée. Quoi, Amani? Je suis occupé. Je suis en plein milieu de quelque chose. Marcus. Oh mon Dieu, Marcus, avais-je crié dans le téléphone, ma voix se brisant. Tu ne vas pas le croire. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, tenta-t-il. Elle m'a tout laissé. Il y eut une pause. Je l'ai entendu souffler. De quoi parles-tu, avait-il lancé sèchement. T'as laissé quoi? Sa collection de chapeaux moches, ses vieux livres poussiéreux. Non, Marcus. Je riais et pleurais en même temps. Le son était hystérique dans la petite voiture. L'argent. Tout. L'avocat, monsieur est, il vient de me le dire. C'est 29 millions de dollars. 29 millions. Marcus, on est riche. On est riche. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Pas pour longtemps, mais assez longtemps. Ce n'était pas le cri de joie que j'attendais. Ce n'était pas de l'excitation. C'était un silence mort, plat, calculateur. Je l'ai entendu prendre une lente inspiration, comme s'il se calmait. Puis sa voix est revenue, différente, plus basse, urgente. Où es-tu exactement? Je suis toujours dans le parking du bureau de l'avocat. Je rentre à la maison tout de suite. Non, reste là. Attends, non, non, rentre juste à la maison, dit-il, sa voix étrange et rapide, trébuchant sur ses propres mots. Rentre directement à la maison. Et Amani. Oui. Oui. Ne le dis à personne. Tu m'entends? Ni à ta sœur, ni à ta mère, personne. C'est notre nouvelle. Juste la nôtre. Compris? Oui. Oui, bien sûr, avais-je pleuré, mon cœur battant d'amour et d'excitation. J'arrive. Je t'aime. J'avais raccroché, le cœur sur le point d'exploser. J'avais mis la voiture en marche, étourdi par l'idée de lui dire que nous pouvions enfin payer toutes ses dettes, que sa start-up pouvait devenir réalité, que nos vies commençaient enfin. J'étais si heureuse. J'étais sorti du parking pour prendre la route principale en direction de l'autoroute. Et sur le chemin du retour, sur cette portion de route tranquille, le camion noir est apparu de nulle part. Il ne m'avait pas seulement percuté, il m'avait traqué. Je m'en souvenais maintenant, il avait traversé 2 voies. Je me souvenais qu'il visait ma portière. J'ai fixé le mur beige de l'hôpital. Le bip 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 régulier du moniteur cardiaque était le seul son dans la pièce. Il savait pour l'argent. Il était le seul à savoir. Il m'a traité de perdante. Il m'a raccroché au nez. Il a volé mon portefeuille pendant que j'étais dans le coma. Il dépensait mon argent pendant que j'étais allongé ici. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un délit de fuite. C'était une exécution qui avait échoué. Mon mari, Marcus, avait essayé de me tuer. La douleur de mes côtes était un feu brûlant, mais une nouvelle terreur, plus froide, se propageait en moi. J'étais traqué. Mon mari avait essayé de me tuer et ses partenaires importants. Il était à une fête. C'était chez ma sœur. J'étais seul, piégé dans ce lit d'hôpital, une proie facile. J'avais besoin d'aide. Dans une dernière vague de peur primale et désespérée, j'ai de nouveau attrapé le téléphone de l'hôpital. Il y avait une dernière personne. Ma sœur, Tamara. Peut-être qu'elle ne savait pas. Peut-être qu'elle me croirait. Mes doigts tremblaient en composant son numéro de mémoire. Sœur. Sœur Tamara, ai-je suffoqué quand elle a répondu. Les larmes que je pensais taries coulaient à nouveau sur mon visage, chaude et paniquée. S'il te plaît, tu dois m'aider. Je suis à merci générale. J'ai eu un accident. Un camion m'a percuté. J'ai fait une pause, aspirant une bouffée d'air douloureuse. Et puis j'ai prononcé les mots à voix haute pour la première fois. Marcus, il était ici. Il a volé mon portefeuille pendant que j'étais dans le coma. Et oh mon Dieu, Tamara,
Je pense qu'il a essayé de me tuer. La ligne était silencieuse. Pas le silence choqué que j'avais espéré. C'était un silence lourd et agacé. Imani. Sa voix, quand elle est revenue, n'était pas douce. Elle était aiguë, sèche et dégoulinée d'impatience. C'était la voix qu'elle utilisait toujours quand j'étais une source d'embarras. De quoi diable parles-tu? A essayé de te tuer. A-t-elle lancé. Tu es ivre? Quel genre de bêtises essaies-tu de nous faire en ce moment? Non, je suis à l'hôpital. Je suis blessé. S'il te plaît, tu dois écouter. Je n'ai pas le temps pour ça, Amani, m'a-t-elle coupé. As-tu la moindre idée du jour qu'il est? C'est dimanche. Les parents de Ryan sont là. Son patron est là. Nous sommes au milieu d'un barbecue très important pour le cabinet de Ryan. Et tu m'appelles avec ce drame. Mon esprit s'est vidé. Un barbecue? Elle s'inquiétait pour un barbecue. Mais Tamara, il dépense mon argent. Il est à une fête. Bien sûr qu'il est à une fête, idiote, a-t-elle ri, un son bref et cruel. Il est ici. Il est dans le jardin avec Ryan en ce moment même. Je ne pouvais plus respirer. Il était là. Il était chez elle, avec son mari, pendant que j'étais sur un lit d'hôpital. Marcus est chez toi, ai-je murmuré, la terreur glaciale maintenant complète. Oui, il est juste dehors, la voix de Tamara montait en frustration. Mon mari Ryan aide enfin Marcus à se remettre sur pied. Il le présente à ses partenaires, l'aide à obtenir des fonds pour une nouvelle affaire importante. Et tu as le culot d'appeler ici en pleurant et en l'accusant d'avoir essayé de te tuer. Tu es incroyable. Tu es exactement comme tu as toujours été, jalouse et dramatique. Jalouse? J'étais abasourdi. Oui, jalouse. Tu es jalouse que j'ai épousé un homme qui a réussi, a-t-elle craché. Tu es jalouse que Ryan soit prêt à aider ton mari de bon à rien alors que tu n'as pas pu. Il fallait que tu appelles et que tu essaies de tout gâcher, n'est-ce pas? Tu essaies de me faire mal paraître devant la famille de Ryan. Tamara, non, ai-je plaidé. Il m'a volé. Je ne veux pas en entendre un mot de plus, Amani. Tu me mets dans l'embarras. Tu mets cette famille dans l'embarras. Reprends-toi. Prends un Uber et rentre chez toi. Et n'appelle plus cette maison. La ligne est devenue morte. Elle m'avait raccroché au nez. Je suis resté assise là, le téléphone bourdonnant dans ma main, le son de la tonalité hurlant à mes oreilles. Il était là. Ils étaient tous ensemble, ma sœur, mon beau-frère Ryan, et mon mari Marcus. Ils étaient à un barbecue, riant, faisant des affaires tout en dépensant mon argent. Après avoir essayé de me tuer. J'ai lentement reposé le téléphone sur son socle. La prise de conscience était absolue. Je n'avais pas de famille. Ils étaient tous de mèche, ou pire, ils s'en fichaient tout simplement. Ma vie était moins importante que leur lien avec l'argent de Ryan, le prestigieux cabinet de Ryan, et le statut social qu'il convoitait. J'étais le bouc émissaire, et je venais de devenir un problème qu'ils devaient résoudre. 2 jours ont passé. Je n'ai plus pleuré. La rage, si froide et si absolue, avait consumé la panique et la douleur. Mes côtes cassées n'étaient qu'une douleur sourde, un bruit de fond pour la nouvelle clarté aiguë de mon esprit. Je n'étais plus une victime d'un accident. J'étais une survivante d'une attaque, et j'allais me battre. J'ai passé ces 2 jours au téléphone de l'hôpital, non pas avec ma famille, mais avec les seules personnes qui comptaient, le cabinet d'avocats et associés. J'ai parlé à monsieur et lui-même. Je lui ai tout raconté, l'accident, le timing, l'appel de mon mari, la trahison de ma sœur et le portefeuille volé. Sa réponse n'a pas été émotionnelle. Elle a été immédiate et tactique. Il a confirmé ce que je soupçonnais. La fiducie de 29 millions de dollars était blindée. Ma signature, et ma signature seule, étaient requises pour tout transfert. Marcus ne pouvait pas toucher un seul centime. Et c'était précisément le problème, a expliqué monsieur Hay. Avec moi vivante et bien portante, Marcus n'obtenait rien. Mais si j'étais déclarée mentalement incompétente après un accident tragique, ou si je mourais, en tant que mon mari, il pourrait demander au tribunal de prendre le contrôle de ma succession. C'est pourquoi il avait besoin de moi, impuissante ou morte. Madame Washington, la voix de monsieur Hay était ferme au téléphone. Vous êtes en danger.
Ne parlez à personne. Ni à votre mari, ni à votre sœur. Nous nous occupons de cela. Je vous envoie immédiatement notre meilleure avocate plaidante. Elle sera votre conseil personnel. Son nom est Brenda Adabio. C'est la meilleure. Ne dites pas un mot à qui que ce soit avant son arrivée. Alors j'ai attendu. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre d'hôpital, observant le trafic intense d'Atlanta en contrebas. Mon esprit n'était plus embué par la douleur ou le chagrin. Il était tranchant comme une lame de rasoir. Chaque partie de moi était tendue, prête. J'attendais Brenda, mais je l'attendais aussi, lui. Je voulais que Marcus vienne. J'avais besoin qu'il abatte ses cartes. Et l'après-midi du deuxième jour, il l'a fait. J'ai entendu des pas à l'extérieur de ma chambre. Une démarche confiante et arrogante que je ne connaissais que trop bien. La porte de ma chambre, la 204, ne s'est pas ouverte doucement. Elle a été projetée, claquant contre le mur avec un bruit qui a fait sursauter mon cœur. Il était là. Marcus est entré. Ce n'était pas l'homme à qui j'avais parlé au téléphone 2 jours auparavant. Ce n'était pas mon mari agacé, frustré et raté. Cette personne était un étranger. Il portait un costume Tom Ford tout neuf, d'un bleu marine profond et riche qui paraissait incroyablement cher sous les dures lumières de l'hôpital. J'ai su avec une certitude soudaine et écœurante que ma carte Gold avait payé pour ce costume. Ses cheveux étaient fraîchement coupés, une ligne parfaite et nette qu'il avait dû se faire faire le matin même. Il souriait. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire narquois, froid, tranchant et victorieux qui me donnait la chair de poule. C'était le sourire d'un prédateur qui avait enfin acculé sa proie. Mais il n'était pas seul. Il s'est écarté, tenant la porte ouverte comme un parfait gentleman. Une femme est entrée après lui. C'était, réalisai-je avec une secousse de pure intimidation, la femme la plus puissante que j'ai jamais vue. Elle était afro-américaine, grande et incroyablement élégante. Elle portait un tailleur de créateur structuré de couleur crème qui, j'en étais sûr, coûtait plus que mon salaire annuel entier. Ses talons claquaient avec une autorité sèche et forte sur le sol en linoléum. Dans une main, elle portait une mallette Hermès sombre et brillante. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon sévère et parfait, et son maquillage était impeccable. Elle dégageait un niveau de richesse et de pouvoir que je n'avais vu que dans les films. Mon estomac s'est noué en une fosse froide et sombre. Brenda Adabio. Ce devait être elle. C'était le nom que monsieur et m'avait donné. C'était la meilleure avocate plaidante, la meilleure avocate de son cabinet, celle qui était censée venir ici pour me protéger. Mais elle n'était pas là pour me protéger. Elle entrait, son bras enlacé avec celui de mon mari. Elle a regardé Marcus avec un sourire tendre et indulgent, puis ses yeux se sont posés sur moi. Son regard a balayé mon corps allongé dans la blouse d'hôpital bon marché, amidonné et bleu pâle. Elle a remarqué mes cheveux non peignés et emmêlés. Elle a vu les vilaines échymoses violettes et jaunes sur mon bras, le tube de la perfusion scotché à ma main. Son expression, qui avait été si chaleureuse pour Marcus, s'est instantanément figée. Elle m'a regardé avec un dédain clinique et ennuyé. C'était le regard de quelqu'un qui s'apprête à écraser un insecte et qui est agacé que cela salisse sa chaussure. Oh, regarde-moi ça, la voix de Marcus a retenti dans la pièce. Elle était joviale, forte, comme s'il saluait un vieil ami dans une fête bondée. Elle est encore en vie. Il a gloussé, un son profond et l'équi a vibré dans sa poitrine. Pour être honnête, je pensais vraiment que tu serais morte à l'heure qu'il est. J'imagine que ces médecins sont meilleurs que je ne le pensais. Quel dommage. Ma bouche était sèche. Je ne trouvais pas ma voix. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes brisées. Je l'ai juste regardé, lui, puis cette femme terrifiante. C'était un cauchemar. C'était un piège. Marcus, ai-je finalement murmuré, ma voix un croassement rauque et faible. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui est-ce? Il a ri. Un vrai rire de ventre, comme si je venais de raconter la blague la plus drôle du monde. Il est passé devant mon lit et s'est tenu à côté de Brenda, glissant un bras possessif et doux autour de sa taille fine. Il l'a serrée contre lui et elle s'est appuyée contre lui, sa main parfaitement manucurée reposant sur sa poitrine. Il s'est penché et l'a embrassée, un baiser long, humide et propriétaire sur la joue. Imani, je suis blessé, dit-il, faisant la moue avec une fausse sympathie. Est-ce une façon de saluer ton mari et ta remplaçante?
Il a fait un geste vers la femme à côté de lui, son sourire s'élargissant pour montrer toutes ses dents. Imani, je veux que tu rencontres Brenda. Elle est. Eh bien, elle est tout pour moi, ma partenaire, ma protectrice, ma nouvelle femme. J'ai arrêté de respirer. Le bip 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 du moniteur cardiaque à côté de ma tête semblait devenir plus fort, plus rapide, hurlant dans le silence soudain. Enfin, elle le sera, s'est-il corrigé, agitant la main comme si c'était un détail mineur et insignifiant. Elle est d'abord mon avocate, bien sûr. Et dès qu'elle aura fini de nettoyer ce gâchis. Il a agité la main dans ma direction. Il m'a pointé du doigt dans mon lit avec mes côtes cassées. Dès que je serai légalement libéré de cette ordure, alors elle sera ma femme. Nous nous marions en Italie. Elle a déjà réservé la villa au lac de Côme. La femme, Brenda, a finalement parlé. Sa voix était exactement comme je m'y attendais. Lisse, profonde et totalement indifférente, comme si elle commandait un café. Marcus, chéri, pouvons-nous accélérer les choses? Tu as dit qu'elle était prête à signer. J'ai une réservation à 15 heures à Bacchanalia, et je ne veux pas être en retard. Bien sûr, bébé. Tout ce que tu veux, Marcus lui a souri, les yeux pleins d'adoration. Il s'est ensuite retourné vers moi, et tout son visage a changé. Le masque heureux et triomphant est tombé. Ses yeux sont devenus plats, morts et froids. Il a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste de costume toute neuve, celle que j'avais payée, et en a sorti une épaisse liasse de papier juridique plié. Il s'est approché du côté de mon lit. Il s'est tenu au-dessus de moi, tenant les papiers. Tu as été un vrai problème, Amani. Une vraie déception, a-t-il sifflé, sa voix basse et venimeuse. Et puis il a jeté les papiers. Il ne me les a pas tendus. Il les a jetés, fort. Ils ont atterri sur ma couverture, le bord tranchant du papier de format légal frappant ma poitrine meurtrie, envoyant une secousse de douleur qui m'a fait halter. Signe-les, a-t-il ordonné. J'ai baissé les yeux. La première page indiquait, requête en dissolution de mariage. Les papiers du divorce. Je ne comprends pas, ai-je balbutié, mes yeux se tournant vers Brenda. Monsieur est, du cabinet d'avocat. Il a dit. Il a dit que vous veniez pour m'aider. Brenda a carrément ri. Ce n'était pas un son agréable. C'était un aboiement bref, sec et moqueur. T'aider, ma chérie? Regarde-toi. Tu ne peux même pas t'aider toi-même. Pourquoi diable t'aiderais-je? Je suis l'avocate de Marcus et sa fiancée. Et franchement, je trouve toute cette situation pathétique. Mais le cabinet est associé. Le cabinet travaille pour ses clients, dit-elle, tapant impatiemment du pied son escarpin coûteux sur le sol. Et en ce moment, mon seul client dans cette pièce est Marcus. C'est la meilleure avocate de toute Atlanta, Amani, s'est vanté Marcus, se penchant près de moi. Je pouvais sentir son eau de Cologne chère, celle que je lui avais achetée pour son dernier anniversaire. Et sais-tu ce qu'elle va faire pour moi? Elle va prouver au tribunal ce que je dis depuis des années. Que tu es instable. Que tu es folle. Il a tapoté son doigt contre sa tempe. Et maintenant, après ce terrible accident, il a fait des guillemets en l'air avec ses doigts. Point et bien, tu es clairement mentalement incompétente. Tu es traumatisée. On ne peut pas te faire confiance pour gérer une grosse somme d'argent, n'est-ce pas? Mon sang s'est glacé. Le plan. C'était ça, le plan. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, ai-je murmuré. Mais les mots n'avaient aucune force, aucune puissance. M'en sortir? Marcus a ri de nouveau. Je m'en suis déjà sorti. Brenda a déjà déposé la requête. Elle a des avis médicaux. Elle a des témoignages. Des témoignages de qui? De ta sœur, bien sûr, dit-il, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Tamara a été plus qu'heureuse de signer une déclaration sous serment disant que tu as été instable et jalouse pendant des années. Ta mère aussi. Elles sont toutes les deux très inquiètes pour ton état mental. Elles sont d'accord pour que ce soit moi qui gère ta manne financière. Il s'est penché plus près, sa voix baissant jusqu'à un murmure pour que Brenda ne puisse pas l'entendre. Tu pensais vraiment que tu pouvais me cacher 29 millions de dollars? Espèce de stupide femme. Tu pensais que tu pouvais juste me mettre à l'écart. Tu as essayé de me tuer, ai-je soufflé,
les mots lourds et métalliques sur ma langue. Son sourire a disparu. Ses yeux étaient de pure glace. Prouve-le, a-t-il murmuré en retour. C'était un accident tragique. Tu es confuse. Tu as des hallucinations. C'est ce que le juge va entendre. Il s'est reculé, redressant sa veste de costume. Alors, voici le marché. Tu signes les papiers. Tu me donnes une procuration. Tu acceptes que tu n'es pas bien et que je gérerai tes finances. En échange, je prendrai soin de toi. Je m'assurerai que tu aies une belle chambre dans un établissement public, un endroit calme, où tu ne pourras pas te faire de mal. Il a pris l'un des papiers et un stylo, me les tendant. Ou tu ne signes pas. Et Brenda ici te dépeindra comme si violemment folle que le tribunal te dépouillera de tout de toute façon. Et alors, eh bien, qui sait ce qui arrive aux fous qui n'ont personne? Ils disparaissent, tout simplement. Il me donnait le choix. Une mort vivante ou une vraie. Brenda a soupiré avec impatience. Marcus, ça suffit. Fais-la signer. Si elle refuse, nous procéderons à l'audience de compétence lundi. J'ai déjà déposé la requête en référé. Marcus m'a fusillé du regard, sa patience à bout. Signe les papiers, Amani. Sois intelligente pour une fois dans ta vie pathétique. Tu es une perdante. Tu n'as rien. Pas de famille, pas d'amis, pas d'argent. J'ai tout. J'ai l'argent. J'ai le pouvoir. Et j'ai la femme. Il a fait un geste vers Brenda. Elle est une amélioration à tous les égards. Il a jeté le stylo sur ma couverture. Tu as 1 heure pour signer avant que je revienne. Et si tu ne le fais pas, je te le promets, tu souhaiteras que ce camion ait terminé le travail. Il s'est retourné, a remis son bras autour de la taille de Brenda, et ils sont sortis de la pièce, leur rire résonnant dans le couloir. J'étais paralysé. J'ai regardé la femme, Brenda. C'était le nom que monsieur et m'avait donné. Brenda Adabio, la meilleure avocate plaidante, la meilleure, le requin qui était censé nager et me sauver. Et la voilà, non seulement avec Marcus, mais avec lui, à son bras, sa nouvelle femme. Mon cerveau ne pouvait pas relier les deux réalités. Était-ce un piège? Marcus l'avait-il acheté d'une manière ou d'une autre? Ou lui avait-il menti si complètement qu'elle n'en avait aucune idée? La femme qui se tenait devant moi, me regardant avec un tel ennui et un tel mépris, ne pouvait pas être ma sauveuse. Elle était mon bourreau. Brenda a soupiré, un long son impatient qui était du pur théâtre. Elle a tapoté son ongle manucuré rouge sang sur le cadran de sa montre Cartier en or. Signe les papiers, chérie, dit-elle à Marcus, la voix ennuyée. Elle ne m'a même pas regardé. Je n'étais qu'une formalité administrative qu'elle devait régler. J'ai une réunion à 15 heures avec un client important. Je ne peux pas être en retard. Bien sûr, bébé. Tout ce que tu veux, dit Marcus, lui embrassant la tempe comme un chiot dévoué. Il s'est retourné vers moi, son visage se durcissant instantanément. Tu as entendu la dame. Signe les papiers. Tu lui fais perdre son temps. Brenda, m'ignorant toujours, lui a pris la liasse de papier des mains. Elle a sorti un mince stylo en or de sa mallette et a cliqué. Laisse-moi juste marquer les lignes de signature. Tu serais étonné de voir à quel point les gens peuvent être stupides. Elle a enlevé ses élégantes lunettes œil de chat, également Cartier, et les a laissées pendre à une chaîne en or. Elle a parcouru la première page, ses yeux perçants se déplaçant rapidement. Requête en dissolution de mariage basée sur. Oui, l'instabilité mentale, murmura-t-elle, principalement pour elle-même. C'est bien. Et le dépôt secondaire, requête d'urgence pour mise sous tutelle et procuration médicale. Parfait. Elle a tourné à la dernière page. Tout ce qu'elle a à faire est de signer ici. Elle a pointé le stylo vers la ligne. Et la procuration juste ici. Elle a levé les yeux, agacée. Où est le tableau avec son nom? Je dois vérifier l'orthographe pour le notaire. Marcus, essayant d'être utile, a pointé un doigt vers le bracelet en plastique à mon poignet. C'est juste là, sur son bras. Tu vois, ils le lui ont mis quand elle est arrivée. Brenda s'est penchée. C'était la première fois qu'elle me regardait vraiment au lieu de simplement regarder à travers moi. Ses yeux se sont plissés, se concentrant sur le petit bracelet blanc à mon poignet. Elle a lu le nom imprimé en lettres capitales noires.
Imani Washington. J'ai vu ses paupières cligner, un clignement rapide et sec. Puis ses yeux se sont précipités vers le tableau blanc accroché au pied de mon lit. Son regard est passé du nom, Imani Washington, à la ligne juste en dessous. Numéro de sécurité sociale. Brenda n'a pas bougé. Elle s'est juste arrêtée. Elle s'est figée, son corps rigide, c'est maintenant toujours le stylo en or en suspens au-dessus des papiers du divorce. Son visage, qui avait été si plein d'une confiance arrogante et ennuyée, s'est simplement effondré. La couleur a quitté ses joues, laissant son maquillage impeccable ressembler à un masque sur un cadavre. Ses yeux, grands et fixes, étaient rivés sur le tableau. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Marcus, qui admirait son reflet dans la fenêtre sombre de l'hôpital, a finalement remarqué le silence. Brenda, dit-il, la voix toujours joyeuse. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as trouvé une erreur. Elle n'a pas répondu. Brenda, il avait l'air agacé maintenant. Il s'est approché et a touché son bras. Et, qu'est-ce que c'est? Brenda a émis un petit son dans sa gorge, un minuscule hoquet étranglé. Elle a fait un pas en arrière, lent et raide, loin du lit, loin de moi. Puis un autre pas. Sa main, celle qui tenait son stylo à $1000, a commencé à trembler. L'autre main, celle qui tenait sa mallette Hermès, est devenue molle. La mallette, pleine de papier, d'un ordinateur portable et probablement d'une petite fortune en maroquinerie, a glissé de ses doigts. Elle a heurté le sol en linoléum avec un bruit lourd et écœurant. Le contenu s'est répandu. Des papiers se sont éparpillés. Un poudrier a filé sous le lit. Elle n'a même pas remarqué. Elle me fixait simplement, son visage un masque d'horreur pure, sans mélange, de celles qui mettent fin à une carrière. Elle a levé un doigt manucuré tremblant, le pointant directement sur mon visage. « Oh mon Dieu !» a-t-elle crié. Ce n'était pas un petit son. C'était un cri brut, primal, terrifié qui a résonné hors de la pièce et dans le couloir de l'hôpital. C'était le son d'une personne qui venait de voir un fantôme, ou pire, qui venait de réaliser qu'elle avait commis une erreur qui allait tout lui coûter. Marcus a sursauté, véritablement surpris. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jésus? Brenda, tu m'as fait peur. Est-ce qu'elle est contagieuse? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Brenda a tourné la tête brusquement pour lui faire face. Ses yeux étaient flamboyants, sauvages, avec une panique que je n'avais jamais vue chez personne. Toi, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant. Toi, espèce de fils de menteur stupide. Elle s'est retournée vers moi, tout son corps tremblant. Elle avait l'air frénétique, désespérée, comme si c'était moi qui avais le pouvoir. Vous êtes Imani Washington, a-t-elle balbutié, pointant le tableau, puis mon visage. La fiducie a-t-il. Le dossier de $29 millions. Vous êtes ma cliente. Le silence qui a suivi était absolu. Il était assourdissant. Le seul son était le bip 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 de mon moniteur cardiaque, qui s'était soudainement emballé. Marcus la fixait simplement, la bouche ouverte, le visage un masque de confusion totale et idiote. Cliente, dit-il, forçant un rire nerveux. Bébé, de quoi parles-tu? C'est une clocharde sans le sou. Elle travaille pour une organisation à but non lucratif. Elle n'a rien. Silence. La voix de Brenda n'était plus un cri. C'était un rugissement. La femme paniquée et terrifiée qui avait laissé tomber sa mallette avait disparu, remplacée en un instant par quelque chose de bien plus terrifiant. La meilleure avocate plaidante que monsieur avait promise était soudainement là, ses yeux flamboyants d'une fureur froide et professionnelle qui était 1000 fois plus dangereuse que sa peur. Elle avait été jouée. On s'était moqué d'elle. Et maintenant, elle était en mode avocate à plein temps. Je suis Brenda Adabio, dit-elle, sa voix basse, précise et tremblante de rage contenue. Je suis associée principale chez et associée. Mon cabinet, le cabinet pour lequel vous m'avez engagé, est l'exécuteur légal de la fiducie A.T. Washington. C'est nous qui gérons les $29 millions qui lui appartenaient. Elle a pointé ce même doigt tremblant, mais il ne tremblait plus de peur. Il tremblait de rage. Il était dirigé vers Marcus. Et vous? Vous, stupide petit homme. Vous m'avez engagé. Vous êtes venu dans mon cabinet pour m'engager afin de voler de l'argent à ma propre cliente.
Marcus était une statue. Son sourire suffisant et arrogant était figé sur son visage, un masque grotesque qui se fondait lentement en une panique pure et incompréhensible. Son visage est passé du hâlé au gris, puis à un blanc maladif. « Attends, attends une minute, balbutia-t-il, levant les mains. Brenda, bébé, tu es confuse. Tu es mon avocate. Je suis ton fiancé. Je t'ai payé. Je t'ai payé cette énorme avance ce matin. Tu m'as payé avec quoi, a hurlé Brenda, le son résonnant sur le carrelage dur. Tu m'as payé avec quoi, Marcus? Cette brillante carte American Express Gold que tu exhibes depuis une semaine? Celle avec laquelle tu m'as emmené chez Gucci? Celle avec laquelle tu as payé ce dîner à $1000 chez Del Friscoes? Celle depuis laquelle tu as transféré mon avance ce matin. Elle a fait un pas vers lui, ses yeux plissés en fente. J'ai vu le nom sur la carte, idiot. Je pensais qu'Imanivance était ton ancien nom pour le compte. C'est sa carte. C'est son compte. Tu m'as payé pour voler ma cliente en utilisant l'argent de ma propre cliente. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Et c'est là que j'ai retrouvé ma voix. La douleur dans mes côtes était toujours là, mais ça n'avait pas d'importance. La trahison de ma famille, le choc, tout s'est dissipé, remplacé par un noyau soudain, dur comme le diamant, de pure rage froide. J'ai utilisé la rampe du lit d'hôpital, et avec un halètement de douleur que j'ai refusé de laisser devenir un son de faiblesse, je me suis redressé en position assise. Ils se sont tous les deux tournés pour me regarder. Marcus ressemblait à un animal acculé. Brenda m'a regardé, son visage toujours furieux, mais maintenant en attente. Ma voix, quand j'ai parlé, n'était pas le murmure faible et fluet d'une victime. Elle était basse, elle était claire, et elle était remplie de glace. Il ne vous a pas seulement payé avec ma carte, maître Adabio. Les yeux de Brenda se sont fixés sur les miens. Il a essayé de me tuer. Le silence dans la pièce était absolu, rompu seulement par le bip accéléré et régulier de mon moniteur cardiaque. Quoi? A murmuré Brenda, sa fureur cédant la place à une nouvelle horreur naissante. Je pense que vous devez entendre toute l'histoire, ai-je dit, ma voix gagnant en force. Il y a 4 jours, j'ai quitté le bureau de Monsieur Hay. Votre patron. Il venait de me parler des 29 millions de dollars. J'étais si heureuse. Je pensais que nous étions enfin en sécurité. J'ai tourné la tête et regardé directement l'homme pâle et en sueur qui était encore mon mari. Je l'ai appelé, ai-je dit, en montrant Marcus du doigt. J'étais dans ma voiture, dans le parking. J'ai pleuré. Je lui ai dit que nous étions riches. Je lui ai dit que nos vies allaient changer. Il était la seule personne au monde à qui je l'ai dit. J'ai regardé Brenda. Il est devenu très silencieux. Il m'a dit de rentrer directement à la maison et de ne le dire à personne. Ni à ma sœur, ni à ma mère, personne. Moins de 2 heures plus tard, sur l'autoroute, un camion noir a traversé 2 voies de circulation et m'a projeté contre une barrière en béton. Le chauffeur ne s'est jamais arrêté. La main de Brenda s'est portée à sa bouche. Et pendant que j'étais ici, ai-je continué. Dans le coma, luttant pour ma vie, il est venu à cet hôpital, mais il n'a pas demandé à me voir. Il n'a pas demandé à un seul médecin si j'allais vivre. Il est allé à l'accueil. Il leur a dit qu'il était mon mari aimant, et il a demandé mon sac à main. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Il a volé mon portefeuille de mon corps inconscient. Il a fait une virée shopping avec mon argent. Vos achats chez Gucci, vos dîners au steakhouse, tout ça. Et puis, comme dernière partie de son plan, il vous a engagé, vous, sa nouvelle femme, la meilleure avocate d'Atlanta. Il a engagé ma propre avocate pour me faire déclarer mentalement incompétente afin qu'il puisse finir le travail qu'il avait commencé sur l'autoroute. Brenda a reculé. Ce n'était pas un petit pas hésitant. C'était une grande embardée violente, comme si elle avait été physiquement poussée. Son corps tout entier a reculé de mon lit. Ses yeux se sont fixés sur mon visage avec une expression d'horreur pure et sans mélange. Le sang a quitté son visage, laissant sa peau foncée paraître cendrée. Son fond de teint coûteux est soudainement devenu un masque cireux et grotesque. Je pouvais voir son esprit travailler, les engrenages grinçaient derrière ses yeux grands et terrifiés. Je pouvais voir le moment exact où l'image horrible s'est assemblée dans sa tête. Ce n'était pas juste une affaire de fiancé infidèle. Ce n'était pas juste un divorce simple, bien que compliqué.
Elle, Brenda Adabio, associée principale, l'esprit juridique le plus brillant d'Atlanta, avait été dupée. Elle avait été utilisée comme un pion dans un plan élaboré et vicieux. Elle venait de se tenir ici, dans cette chambre d'hôpital, et de menacer sa propre cliente. Elle avait, au nom de Marcus, déposé une requête frauduleuse au tribunal pour faire déclarer sa propre cliente mentalement incompétente. Elle avait accepté une avance massive, payée avec de l'argent volé. L'argent volé de sa cliente. Ce n'était pas seulement une faute professionnelle. C'était la radiation du barreau. C'était une conspiration criminelle. C'était une complicité de frauder, mon Dieu, peut-être même une complicité de tentative de meurtre. Sa vie entière, sa carrière sans faille, son partenariat durement gagné, son mariage au lac de Côme, sa mallette Hermès maintenant éventrée sur le sol. Tout partait en fumée juste devant ses yeux. Sa peur, si brute et palpable pendant une seconde, s'est instantanément caillée. Elle s'est durcie, elle s'est aiguisée. Elle s'est cristallisée en quelque chose d'autre. Elle s'est transformée en la fureur juste, blanche et brûlante d'auto-préservation d'un prédateur acculé. Elle n'était plus la fiancée de Marcus. Elle était un requin qui venait de réaliser qu'il était pris dans un filet, et elle allait se frayer un chemin à la force des dents, et elle allait détruire tout ce qui se mettrait sur son chemin. Sa tête a pivoté lentement pour faire face à Marcus. Marcus, qui était toujours debout là, son visage une image parfaite de confusion stupide et paniquée. Il essayait encore de comprendre cette histoire de cliente. Quand Brenda a parlé, sa voix n'était pas un cri. C'était pire. C'était un sifflement bas, guttural et venimeux. Un son si plein de haine qu'il semblait rendre l'air de la pièce plus froid. Toi, a-t-elle murmuré, sa voix tremblant d'une rage si profonde qu'elle était presque silencieuse. Tu m'as dit que ta femme t'avait quitté. Marcus a tressailli. Brenda, bébé, je peux expliquer. Elle. Tu m'as dit qu'elle t'avait abandonné, la voix de Brenda montait maintenant, gagnant en puissance. Tu m'as dit qu'elle était partie avec un autre homme. Tu m'as dit qu'elle avait disparu. Elle a fait un pas vers lui et il a instinctivement reculé. Tu m'as dit qu'elle vidait vos comptes joints, a-t-elle poursuivi, sa voix un coup de fouet dans la pièce. Tu m'as dit qu'elle était vindicative, qu'elle était instable, qu'elle avait des antécédents de délire paranoïaque. Tu m'as juré qu'elle était mentalement instable. Elle hurlait les derniers mots. Tu m'as supplié. Tu m'as supplié de t'aider. Tu as dit que tu devais protéger tes biens de ta femme folle et disparue. Tu t'es assis dans mon bureau. Tu as tenu ma main et tu as pleuré. Tu as pleuré. Espèce de ver pathétique et menteur. Tu m'as utilisé. Non, non, bébé. Elle est. Marcus était en pleine panique. Il a regardé du visage furieux et contorsionné de Brenda vers moi, assise dans le lit, en train d'observer. Il n'a vu aucun allié. Il n'a vu aucune échappatoire. Il a vu la fin de tout son plan. Son nouveau costume, sa nouvelle femme, sa nouvelle vie. Tout était parti. Il était piégé. Et comme tout animal piégé, il est devenu vicieux. Elle ment, a-t-il rugi, son visage devenant d'un rouge tacheté et profond. C'est elle. C'est elle la responsable. Elle déforme tout. Elle. Elle se ligue contre moi. Elle essaie de me piéger. Il était désespéré. Il n'avait plus de charme, plus d'issue logique. Son avenir tout entier était assis dans ce lit, un témoin vivant, respirant et parlant de ses crimes. Il lui restait un dernier geste primal. Faire taire le témoin. La ferme, a-t-il beuglé, les yeux exorbités. Il s'est jeté. Il ne s'est pas jeté sur Brenda. Il s'est jeté sur moi. Ses mains étaient tendues, griffues, visant ma gorge. Il a franchi les 2 pieds qui nous séparaient en un instant. Son corps une masse de violence brute et désespérée. Je n'ai même pas eu le temps de crier, mais Brenda, si. Sécurité, a-t-elle hurlé, sa voix une alarme perçante. La porte de ma chambre ne s'est pas simplement ouverte. Elle a explosé vers l'intérieur, claquant contre le mur si fort que le cadre a tremblé. Ce n'était pas seulement l'infirmière Jackie. L'infirmière Jackie était là, la main tendue, pointant du doigt. Ici. Et derrière elle se trouvaient 2 hommes. Ce n'étaient pas des brancardiers d'hôpital en blouse. Ils étaient massifs. C'étaient des professionnels.
Il portait des polos noirs tendus sur des épaules incroyablement larges avec « Sécurité événementielle » écrit dans le dos en lettres discrètes. C'étaient les hommes que monsieur E avait promis. Les hommes qui étaient postés devant ma porte depuis 2 jours, attendant juste ce moment précis. Marcus, au milieu de son bond, les doigts à quelques centimètres de mon visage, n'a eu aucune chance. Le premier garde a bougé avec une vitesse terrifiante pour un homme de sa taille. Il n'a pas essayé d'attraper Marcus. Il l'a plaqué. Il l'a frappé bas. Une masse solide de muscles enfonçant son épaule dans l'estomac de Marcus. La force de l'impact a soulevé mon mari de ses pieds, le projetant sur le côté, loin de mon lit, loin de moi. Marcus a laissé échapper un grognement de pure surprise alors que l'air était expulsé de ses poumons. Il a heurté le sol en linoléum avec un bruit lourd et humide. Il n'a pas eu le temps de bouger. Le deuxième garde était sur lui instantanément, son genou épinglant les épaules de Marcus au sol, ses mains tordant expertement le bras de Marcus derrière son dos. « Ne bougez pas » a rugi le garde. Marcus s'est débattu. Il a juré. Il criait, se cabrant, son costume Tom Ford coûteux se déchirant à la couture de l'épaule. Mais c'était inutile. Il était comme un enfant se battant contre 2 grizzlies. Il était immobilisé. Son visage, tordu dans un masque de pure rage impuissante, était pressé contre le sol sale de l'hôpital. Tout, de son bond à sa capture, avait pris moins de 3 secondes. Je suis resté assise là, mon cœur battant la chamade, ma main sur ma propre gorge. Brenda se tenait debout, haletante, la poitrine soulevée, les poings serrés sur les côtés. Elle a regardé Marcus, immobilisé et vaincu sur le sol. Et puis elle m'a regardé. Son expression n'était plus seulement de la fureur. C'était une prise de conscience complexe et naissante. Je n'étais pas seulement sa cliente. J'étais sa seule issue. Les 2 agents de sécurité étaient des professionnels. Ils avaient immobilisé Marcus avec une efficacité brutale et exercée. Ses bras étaient tordus derrière son dos, sa veste de costume chair remontée autour de ses épaules, son visage pressé contre le linoléum beige bon marché du sol. L'homme qui était entré comme un roi, tout en arrogance et en puissance, n'était plus qu'un animal pathétique se tortillant, grognant et jurant dans la poussière. « Lâchez-moi » a-t-il crié, sa voix étouffée par le sol. Il a essayé de se cabrer, de se tordre, mais le genou du garde était fermement planté au centre de son dos. « Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Elle ment. Elle est folle. Je suis son mari. Je l'ai regardé. Vraiment regardé pour la première fois. Non pas comme l'homme que j'aimais ou l'homme que je craignais, mais comme une chose piégée et désespérée. La froideur dans ma poitrine était si complète qu'elle était presque paisible. Plus maintenant, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a transpercé ses cris comme un rasoir. Tout le monde dans la pièce s'est arrêté et m'a regardé. Marcus s'est immobilisé. J'ai tourné la tête vers l'infirmière Jackie, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, la main sur la bouche, les yeux écarquillés d'un mélange d'horreur et de quelque chose qui ressemblait à une juste satisfaction. Infirmière Jackie, ai-je dit, ma voix aussi calme et régulière que le moniteur cardiaque auquel j'étais attaché. Pourriez-vous s'il vous plaît appeler la police d'Atlanta maintenant? Jackie a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais la scène. Quoi? Qu'est-ce que je leur dis, ma chérie? Dites-leur, ai-je dit, mon regard retombant sur l'homme au sol, que je dois signaler une tentative de meurtre et un vol qualifié. Marcus a recommencé à se débattre, rugissant, non. C'est un mensonge. Elle vous manipule. Elle. Et une fraude, la voix de Brenda a tranché l'air, plus forte et plus aiguë que n'importe laquelle des leurs. Elle ne haletait plus. Elle faisait les 100 pas. Elle avait son téléphone portable collé à l'oreille d'une main et gesticulait sauvagement de l'autre. Elle n'était plus seulement une avocate. Elle était un général commandant une armée. Elle parlait à quelqu'un sur son téléphone, mais criait pour que tout le monde dans la pièce l'entende. Oui, David. Je suis à l'hôpital Merci Général en ce moment, chambre 204. Je veux un gel complet de tous les actifs liés à Marcus Vance. Non, ça m'est égal. J'ai la preuve qu'il a commis une fraude électronique contre le cabinet au cours des 48 dernières heures. Elle a arrêté de faire les 100 pas et s'est retournée brusquement vers Marcus, qui s'était de nouveau figé, la tête tournée pour la regarder avec un choc pur et stupide. Tu te crois malin, lui a-t-elle craché, les yeux pleins de feu.
Tu es un criminel ordinaire, stupide, stupide. J'ai les journaux du serveur. J'ai les enregistrements des appels. Il a essayé d'accéder à la fiducie ATI ce matin. Il a appelé notre division de gestion de patrimoine en se faisant passer pour moi, essayant d'autoriser un transfert. Il a utilisé un mémo vocal de Madame Washington qu'il a dû enregistrer, essayant de le faire passer pour son consentement verbal. Il a essayé d'usurper l'identité de sa propre femme, ma cliente. Elle était de retour au téléphone. Et faites venir la police scientifique. Je veux une traçabilité sur ce transfert d'avance. Il m'a payé avec des fonds volés. Il a utilisé la carte American Express de Madame Washington. Oui, la carte de la cliente. Il m'a payé, sa propre avocate, avec son propre argent volé pour déposer une plainte frauduleuse en incompétence contre elle. Il est fini. Nous allons l'enterrer sous la prison. Elle a fermé son téléphone d'un coup sec. C'était fini. Marcus le savait. Je pouvais le voir dans ses yeux. Il a arrêté de se débattre. Son corps est devenu mou. Il est juste resté là, le visage pressé contre le sol. Ce n'était plus sa parole contre la sienne. Ce n'était pas seulement ma parole contre la sienne. Son plan brillant, m'engager en utilisant mes cartes, essayer d'accéder à la fiducie, avait créé une montagne de preuves numériques, financières et audio. La meilleure avocate d'Atlanta qu'il avait engagée pour être son arme venait de devenir son bourreau. Elle savait exactement où chacun de ses cadavres était enterré parce qu'il avait été l'idiot qui l'avait conduit aux tombes. Il est juste resté là, vaincu. Un des gardes l'a relevé, les mains menottées derrière le dos avec un serre-câble. La main du garde était fermement agrippée à l'arrière de son cou. Le costume Tom Ford bleu marine de Marcus était déchiré à l'épaule et couvert de poussière du sol. Ses cheveux parfaits étaient en désordre. Son visage était tacheté et rouge. Il n'était plus qu'un petit homme pathétique. L'infirmière Jackie est réapparue à la porte, le visage sombre. La police est en route. Ils envoient un détective. Ils seront là dans 5 minutes. Brenda a hoché la tête. Très professionnelle. Elle a pris son téléphone et a recommencé à composer, déjà avec une longueur d'avance. David, passez-moi le bureau du procureur. La division des fraudes. Oui, je patiente. Les gardes ont poussé Marcus contre le mur. Il n'a pas résisté. Il a juste regardé le sol, respirant lourdement. Il avait perdu. Il avait tout perdu. L'argent, la femme, sa liberté, et il avait tout fait lui-même. Juste au moment où l'infirmière Jackie finissait de parler, 2 policiers en uniforme d'Atlanta sont apparus à la porte, leurs expressions sombres. Les agents de sécurité se sont immédiatement reculés, remettant Marcus à la police, qui l'a tiré du mur et a commencé à lui menotter les mains derrière le dos avec des menottes en métal, remplaçant le serre-câble. Le clic métallique des menottes se verrouillant a été le son le plus fort dans la pièce. Marcus avait été mou, vaincu, mais le contact froid et dur de l'acier semblait le ramener à la vie. Une dernière vague désespérée de rage narcissique a inondé son système. Il savait qu'il était fini, mais il n'allait pas tomber seul. Il allait allumer un dernier incendie. Il s'est soudainement raidi. Son visage, qui avait été pâle et défait, est devenu d'un rouge tacheté et profond. Ses yeux, sauvages et haineux, ont pivoté au-delà des flics, au-delà des gardes, au-delà de Brenda, et se sont fixés sur moi. « Tu ne gagneras pas », a-t-il crié, sa voix se brisant de haine pure et sans mélange. Il s'était lancé en avant, même avec les mains menottées, forçant les officiers à le maîtriser. « Tu ne gagneras pas, espèce de salope !» Il crachait presque, le visage contorsionné. « Tu te crois si maligne, hein? Tu crois que tu as tout compris? Tu crois que j'ai fait ça tout seul? » Brenda et moi nous sommes toutes les deux figées. Chaque personne dans la pièce s'est immobilisée. J'ai regardé Brenda, ses yeux, vifs et analytiques, ont rencontré les miens. Seul. Quoi? Que as-tu dit? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Marcus m'a entendu, et il a ri. Ce n'était pas le rire confiant et charmant que je connaissais. C'était un son aigu, hystérique et brisé. C'était le rire d'un homme qui n'avait plus rien à perdre et qui voulait entraîner le monde entier avec lui. « Tu es si stupide, Imani », a-t-il caqueté alors même que les officiers commençaient à le traîner vers la porte. « Tu crois que ça m'arrête? Tu crois que c'est fini? Je ne suis que le début. » Il a tourné la tête,
luttant contre la poigne de l'officier, ses yeux toujours fixés sur moi. Tu n'auras pas un seul centime. Pas un. Je vais le dire à Tamara. Je vais le dire à Ryan. Ils savent. Ils savent tout. Mon sang s'est glacé. Tamara, ma sœur. Ryan, son mari. Ils ne te laisseront pas t'en tirer comme ça, criait maintenant Marcus, sa voix résonnant dans le couloir alors qu'il le sortait de la pièce. Ton beau-frère blanc, ton précieux et puissant Ryan. Il a des relations que tu ne peux même pas imaginer, espèce de stupide. Il me fera sortir d'ici demain matin. Il prendra soin de moi. Il t'enterrera. Il finira le travail. Tu ne gagneras jamais, jamais. Le policier l'a finalement poussé hors de vue. Ses cris se sont estompés dans le couloir, mais la menace est restée suspendue dans l'air stérile de ma chambre d'hôpital comme un nuage toxique. J'ai regardé Brenda. Son visage était pâle. Le feu triomphant dans ses yeux avait disparu, remplacé par une nouvelle compréhension, froide et calculatrice. Ce n'était pas fini. Il ne s'agissait plus seulement de Marcus. Il n'était qu'un pion. Il s'agissait de toute ma famille. Il s'agissait de ma sœur Tamara. Et il s'agissait de son mari blanc, puissant, connecté et riche, Ryan Brox, l'homme qui avait été au barbecue avec Marcus. L'homme qui était vraiment aux commandes. La pièce est devenue soudainement, incroyablement silencieuse. Les seuls sons étaient l'écho faiblissant des cris de Marcus dans le couloir et le bip régulier et rythmé de mon moniteur cardiaque. Les deux policiers d'Atlanta m'ont fait un signe de tête sombre et ont suivi leurs collègues, me laissant, Brenda et l'infirmière Jackie, dans la pièce. L'infirmière Jackie a commencé tranquillement à ramasser le contenu éparpillé de la mallette Hermès de Brenda. Brenda se tenait au milieu de la pièce, le dos tourné. Elle est restée parfaitement immobile pendant un long moment, les épaules rigides. Je l'ai regardée prendre une profonde inspiration frissonnante, puis une autre. Elle s'est lentement penchée et a pris sa mallette des mains de l'infirmière Jackie, son mouvement raide. Elle s'est redressée. Elle a ajusté la veste de son tailleur de créateur, tendant le tissu de couleur crème. Elle a lissé ses cheveux, qui étaient toujours parfaits. Quand elle s'est finalement retournée, la femme terrifiée et hystérique qui avait crié « Oh mon Dieu !» avait disparu. La fiancée furieuse et trahie, qui avait hurlé sur Marcus, avait également disparu. La personne qui me faisait face maintenant était le requin que monsieur E avait promis. Ses yeux étaient froids, clairs et absolument mortels. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de panique. Il n'y avait que la concentration plate et morte d'un prédateur qui venait d'identifier sa véritable cible. Elle n'était pas seulement en colère. Elle était insultée, et elle était en mode gestion de crise. Elle s'est dirigée vers le pied de mon lit, ses talons claquant avec une autorité renouvelée et sèche. Madame Washington, dit-elle, sa voix n'étant plus un cri. C'était un instrument bas, précis et dangereux. Cet homme, il nous a trompés toutes les deux. Il m'a prise pour une idiote. Il a utilisé ma réputation, mon cabinet et mon affection pour commettre une fraude. Il a presque détruit ma carrière. Il a presque coûté à mon cabinet son plus gros client. Elle a fait une pause, et ses yeux, si possible, sont devenus encore plus durs. Pour cela, je vous dois des excuses, et je lui dois une leçon. Une leçon très publique et très douloureuse. J'ai regardé cette femme puissante et dangereuse. Elle n'était pas mon amie. Elle n'était pas là par gentillesse. Elle était là pour protéger ses propres intérêts, son cabinet et sa réputation. Mais en ce moment, nos intérêts étaient parfaitement alignés. Il avait essayé de nous détruire toutes les deux. J'ai pris une inspiration, sentant la douleur dans mes côtes, mais ma voix était tout aussi froide et claire que la sienne. J'ai besoin d'une avocate, mademoiselle Adabio. Brenda m'a regardé, une lueur de quelque chose, peut-être de respect, dans ses yeux. J'ai continué, je n'ai pas besoin de sa nouvelle femme. Je n'ai pas besoin de sa fiancée en colère et bafouée. J'ai besoin de la meilleure avocate plaidante d'Atlanta. J'ai besoin du requin, parce qu'il avait raison sur une chose. Brenda n'a même pas eu à demander. Elle savait. Ryan Brox, dit-elle, le nom sonnant comme une malédiction sur sa langue. Ma sœur Tamara et son mari Ryan, ai-je confirmé. Marcus n'est qu'un imbécile cupide et grande gueule. C'est un pion. Ryan est celui qui a l'argent et le pouvoir. C'est lui qui était au barbecue avec Marcus. C'est lui qui a vraiment essayé de me tuer.
Les lèvres de Brenda se sont retroussées en un sourire. Ce n'était pas du tout un sourire. C'était un dévoilement de dents. Alors nous avons beaucoup de travail à faire. Il a peut-être des relations, mais j'ai un mobile de 29 millions de dollars pour protéger ma cliente. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle a sorti son téléphone et a commencé à composer. Commençons par votre beau-frère, Ryan Brooks. Une semaine s'était écoulée. Je n'étais plus dans la chambre froide et stérile de Merci Général avec son odeur d'antiseptique et de peur. Brenda m'avait installé sous un faux nom dans la suite présidentielle du Four Seasons au centre-ville d'Atlanta. C'était une belle cage dorée. Les fenêtres allaient du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur la ville dans laquelle je ne me sentais plus en sécurité. 2 gardes du corps discret mais très grands, organisés et payés par le cabinet d'avocats, étaient postés dans le couloir 24 heures sur 24. Mon corps guérissait. Les ecchymoses sombres et laides sur mes côtes s'étaient estompées en un jaune maladif, et la douleur était maintenant une douleur sourde et constante au lieu d'une pointe aiguë. Mais la vraie bataille, je la prenais, ne faisait que commencer. Brenda était assise en face de moi sur un canapé moelleux de couleur crème. Son ordinateur portable était ouvert et elle était très professionnelle. La femme qui avait été l'amante de Marcus, sa nouvelle femme, avait disparu. Elle avait été remplacée par le requin, l'avocate plaidante, la femme dont toute la réputation était en jeu. Très bien, Amani, dit-elle, sa voix sèche. Voici la situation. Marcus est à la prison du comté de Fulton. Comme nous nous y attendions, la libération sous caution a été refusée. Il a plaidé non coupable de toutes les charges. Elle a pris une gorgée de son café. Et comme il l'avait menacé, votre beau-frère est passé à l'action. Ryan Brooks a engagé David Chen pour représenter Marcus, l'avocat de la défense le plus cher et le plus impitoyable de l'État. À côté d'elle, sur un fauteuil assorti, était assis un homme nommé Mike. Il était l'opposé de Brenda en tout point. Il avait l'air débraillé dans une chemise en lin froissé, et il avait les yeux fatigués et patients d'un homme qui avait tout vu. C'était le détective privé et ancien flic que Brenda avait engagé avec mon argent. Mike s'est penché en avant et a ouvert son propre dossier. Sa voix était un gravier bas et régulier. Nous avons commencé avec le camion, comme vous l'avez demandé. C'était chercher une aiguille dans une botte de foin. Le chauffeur était bon. Il a utilisé une plaque clonée, mais nous avons trouvé une anomalie sur une caméra de péage 3 sorties avant le lieu de l'accident. La plaque clonée avait un autocollant d'immatriculation différent. Nous avons obtenu la vraie plaque. Il a fait glisser une photographie granuleuse en noir et blanc sur la table basse en verre. C'était le camion capturé à un poste de péage. La plaque est enregistrée au nom d'une société écran, a-t-il dit. Une SARL basée dans le Delaware. Elle s'appelle Brooks Holdings. J'ai ri. Le son qui est sorti de moi n'était pas heureux. C'était un son bref, sec et amer qui m'a surprise moi-même. Brenda a haussé un sourcil. Vous connaissez ce nom? Oh, je connais ce nom, ai-je dit, les mots ayant un goût de poison. Brooks Holdings LLC. C'est comme ça qu'il l'appelle. Son fonds d'investissement personnel. Mon beau-frère. J'ai dû expliquer. Ma sœur, Tamara, a épousé Ryan Brooks. Ryan est. Il est blanc. Il vient d'une vieille famille riche de Virginie. Il est directeur général dans une grande société d'investissement et il n'a jamais laissé ma famille oublier qu'il est meilleur que nous. J'ai regardé par la fenêtre. Il nous déteste, en fait. Il pense que nous sommes inférieurs à lui. Mais ma sœur Tamara, elle le vénère. Elle vénère la grande maison de Buckhead, le country club, les amis blancs. Elle ferait n'importe quoi pour continuer à être Madame Ryan Brooks. Et pendant des années, à chaque Thanksgiving, chaque Noël, j'ai dû m'asseoir là et écouter Ryan se vanter de son fonds personnel, Brooks Holdings, et de la façon dont il l'utilise pour faire des placements intelligents et agressifs. Mike a hoché la tête comme si je venais de confirmer tout ce qu'il savait déjà. C'est logique, a-t-il dit, et il a poussé un autre morceau de papier sur la table. C'était une copie d'un virement bancaire. Car le paiement au chauffeur, un virement de 50 000 $, a été envoyé depuis un compte géré directement par Ryan Brooks. Le virement a été initié 2 jours avant votre accident. Mon souffle s'est coupé, mais Mike n'avait pas fini. Et puis il y a les appels de la prison. Marcus est arrogant, mais il est aussi stupide. Il pense que parce qu'il parle à son nouvel avocat, David Chen,
tout est confidentiel. Mais les appels à sa famille ne le sont pas. Nous avons obtenu un mandat. Nous avons écouté. Il a appuyé sur un bouton d'un petit enregistreur numérique qu'il a placé sur la table. La suite d'hôtels somptueuse a été soudainement remplie de la voix minuscule et paniquée de mon mari. Ryan, écoute-moi. Elle a Brenda. Elle sait. Tu dois me sortir d'ici. Tu avais promis. Tu m'avais promis que ce serait propre. Mike a appuyé sur stop, puis sur play à nouveau. Un appel différent. Celui-ci était pour ma sœur. Tamara, tu dois le forcer. Tu dis à ton mari qu'il a intérêt à ne pas m'abandonner ici. Tu lui dis ce que je t'ai dit. Si je tombe, vous tombez tous les deux avec moi. Tu m'entends? Tu lui dis de s'occuper de ça ou je m'occuperai de lui. Mike a appuyé sur stop. Le silence dans la pièce était absolu. Ce n'était plus une théorie. C'était un fait. Ils avaient tous, essayé de me tuer. Brenda a levé la main, faisant taire Mike. Son expression était sombre. La tentative de meurtre était le plan A, Amani. C'était désordonné. C'était brutal. Franchement, c'était tout Marcus. Mais le plan B est beaucoup plus intelligent. Il est plus insidieux, et c'est tout Ryan. Elle a fait glisser un autre document, plus épais, sur la table en verre. Celui-ci était tamponné par le tribunal de la famille du comté de Fulton. Ils n'ont pas seulement essayé de vous tuer, a dit Brenda, sa voix plate. Ils ont un plan de secours pour le cas où vous survivriez. À ce jour, Ryan et Tamara Brooks ont déposé une requête d'urgence pour mise sous tutelle. Je l'ai juste regardé. Mise sous tutelle? Comme ce qu'ils ont fait à Britney Spears? Exactement, a dit Brenda, ses yeux durs. Ils prétendent que vous êtes mentalement instable et psychologiquement traumatisé à la suite de votre tragique accident. Ils prétendent que vous êtes paranoïaque, délirante et complètement incapable de gérer vos propres affaires. Plus précisément, incapable de gérer une succession de 29 millions de dollars. Jerry, un son rauque et sec. Personne ne croira ça. C'est insensé. Si, ils le croiront, a dit Brenda doucement. Ils le croiront parce qu'ils ont un témoin clé. Quelqu'un qui est prêt à jurer sous serment que vous avez toujours été comme ça. Quelqu'un que le tribunal considérera comme une source aimante, inquiète et tout à fait crédible. Une terreur glaciale, pire que tout ce que j'avais ressenti auparavant, a commencé à me parcourir l'échine. Qui? Brenda m'a regardé droit dans les yeux. Votre mère. J'ai arrêté de respirer. Ma mère. Non. Elle ne ferait pas ça. Brenda a tourné une page et l'a fait glisser. C'était une déclaration sous serment, signée par ma mère, Patricia Washington. Brenda a commencé à lire sa propre copie, sa voix dénuée d'émotion. Elle atteste que vous avez toujours été l'instable, que vous avez souffert de délires de grandeur et de persécution depuis l'enfance, que vous nourrissiez une jalousie pathologique intense envers la réussite de votre sœur Tamara, et que, selon son opinion maternelle et aimante, vous êtes un danger pour vous-même, et que cette richesse soudaine et imméritée ne fera qu'alimenter votre tragique déclin mental. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé la signature sur la page. Ma mère. La femme qui était censée me protéger, celle qui a toujours favorisé Tamara, qui m'a toujours qualifié de trop sensible, qui a toujours pris le parti de Marcus. Pendant tout ce temps, mon mari, ma sœur, mon beau-frère et ma mère. Tous. Chaque personne en qui j'étais censé pouvoir avoir confiance dans le monde. Ils avaient tous conspiré, d'abord pour me tuer, puis, quand cela a échoué, pour me faire enfermer, déclarer légalement folle, afin de pouvoir voler mon argent. J'ai fermé les yeux. J'ai senti la douleur sourde dans mes côtes. J'ai senti l'espace froid et vide dans la suite de l'hôtel. Puis je les ai ouverts. Le chagrin était parti. Le choc était parti. La peur était partie. Il ne restait plus rien en moi qu'un espace froid, dur et vide qui attendait d'être rempli. Quand est l'audience, ai-je demandé. Ma voix était calme. Elle ne ressemblait même pas à la mienne. Brenda a levé les yeux de son dossier, surprise par mon ton. C'est une requête d'urgence. Il l'accélère. Elle est prévue pour la semaine prochaine, lundi matin. Je me suis levé.
Les lumières de la ville d'Atlanta scintillaient en contrebas, une mer de diamants qui semblait soudainement très, très claire. Ils veulent un spectacle au tribunal, ai-je dit, me tournant pour regarder Brenda et Mike. Ils veulent exposer mon état mental. Je me suis dirigé vers le miroir en pied près de la porte. Je me suis regardé, les ecchymoses, les yeux fatigués, la femme qu'ils pensaient pouvoir briser. Très bien, ai-je dit, ma voix calme mais pleine d'une nouvelle et terrible puissance. Mais nous n'allons pas attendre jusqu'à lundi. Et nous n'allons pas à leur tribunal. Brenda s'est levée. Imani, de quoi parlez-vous? Je me suis tourné pour leur faire face. Ils sont tous chez ma mère en ce moment. Je le sais. C'est dimanche. Ils prennent leur petit dîner de célébration. Ils trinquent à leur victoire. J'ai regardé Mike. Vos hommes sont toujours dehors, n'est-ce pas? Il a hoché la tête. 2 dans le couloir, 2 en bas. Bien, ai-je dit. Brenda, appelez la police. Dites-leur que vous avez la preuve d'une conspiration active pour commettre un meurtre et que vous accompagnez votre cliente pour confronter les suspects. Dites-leur de nous y retrouver, discrètement. Les yeux de Brenda se sont écarquillés, puis un sourire lent et dangereux s'est répandu sur son visage. Elle avait compris. J'ai regardé mon reflet. Ils veulent un spectacle, nous leur en donnerons un. La performance d'une vie. Allons dîner. Ce même soir, la maison de ma mère en banlieue était un endroit que j'avais toujours associé à l'odeur du poulet rôti, du chou vert et au son de mes propres échecs discutés autour d'une tarte à la patate douce. C'était le dîner traditionnel du dimanche, un rituel sacré dans notre famille, le seul endroit où nous prétendions tous être parfaits. Et en arrivant dans une voiture banalisée et silencieuse, je savais qu'il serait là. Je le sentais. Brenda était assise à côté de moi, tout en angle vif et en fureur tranquille. Elle avait avec elle 2 détectives en civil, leurs visages impassibles et ennuyés, comme si ce n'était qu'un arrêt de plus dans une longue nuit décevante. Ils n'étaient pas là pour intimider. Ils étaient là pour arrêter. Nous avons monté le chemin de béton familier. La porte d'entrée était déverrouillée, comme toujours le dimanche. Depuis le hall, je pouvais les entendre. Ils étaient dans la salle à manger, et les bruits n'étaient pas ceux du chagrin ou de l'inquiétude pour leurs membres de la famille disparus. Les bruits étaient ceux de la célébration. Je pouvais entendre le cliquetis des couverts sur la bonne porcelaine de ma mère, celle qu'elle n'utilisait que pour Thanksgiving et Noël. J'ai entendu le bruit d'un bouchon qui saute, suivi d'un léger rire cristallin. Ma sœur, Tamara. Nous nous sommes arrêtés, cachés par l'ombre profonde du couloir. Je pouvais sentir l'arôme riche et savoureux du rôti, une odeur qui avait autrefois signifié le réconfort et qui ne signifiait plus que la trahison. Il trinquait. Je n'arrive tout simplement pas à croire cet enfant, dit la voix de ma mère, Patricia. Elle était sèche, avec cette indignation piquante familière qu'elle me réservait toujours. Je n'y arrive vraiment pas. Toutes ces années à jouer la petite martyre dans son organisation à but non lucratif, à se prendre pour une sainte alors qu'elle avait cet argent, le cachant simplement à sa propre famille. C'est de la tromperie. Voilà ce que c'est. Et puis, continua-t-elle, sa voix s'élevant, laisser son pauvre mari Marcus se faire arrêter comme un vulgaire criminel. C'est une honte et un embarras. Et devant vous, Ryan, je suis juste tellement désolé que vous deviez être associé à ce gâchis. Allons, Patricia, ne vous inquiétez pas, la voix de ma sœur Tamara, suave et fière, est intervenue. Je pouvais l'imaginer parfaitement, faisant tourner son verre de vin, s'appuyant sur le bras de son mari, la reine de la table. Ryan a tout sous contrôle. Je vous l'avais dit. Je l'ai entendu prendre une gorgée délicate. L'avocat de Ryan est le meilleur d'Atlanta. Il ira au tribunal lundi matin et il prouvera ce que nous avons toujours su. Que Amani n'est tout simplement pas stable. Elle est paranoïaque. Cet accident, sa voix était empreinte d'une fausse pitié. Point vous savez, ça l'a juste fait basculer. Elle est hystérique. Alors nous, a-t-elle dit, et je savais que ce « nous » signifiait elle et Ryan, prendront le contrôle des actifs. C'est la seule chose responsable à faire. C'est pour le bien de la famille. Nous nous assurons qu'elle soit prise en charge dans un bon établissement, bien sûr, un endroit calme. Puis sa voix, celle que je méprisais plus que toute autre, cette voix traînante, condescendante et issue de la vieille bourgeoisie que lui, en tant qu'homme blanc, utilisait pour affirmer sa supériorité dans notre maison, dans notre famille noire. Exactement, Tamara, a dit Ryan.
Ta mère a raison d'être contrariée, mais tu as raison d'être pratique. J'ai entendu le cliquetis distinct et coûteux de son verre de vin qu'il posait. La femme est incompétente. Elle ne peut même pas gérer son propre mariage, encore moins une fortune de plusieurs millions de dollars. Elle n'a jamais pu. Nous gérons l'argent pour elle. Considérez cela comme une commission d'intermédiaire, une récompense en fait, pour toutes les années où nous avons dû la supporter. Rire. Ma mère et ma sœur. Elles ont ri. Un son léger, aérien, soulagé. Elles ont ri de la blague. C'était le moment. J'ai pris une seule et profonde inspiration. La douleur dans mes côtes était un feu sourd, mais ma voix était de pure glace. Mentalement instable, Ryan? Le rire a cessé. Il ne s'est pas estompé. Il s'est brisé. C'était comme si j'avais actionné un interrupteur, plongeant toute la maison dans un silence mort, électrique, paralysant. J'ai entendu une fourchette tomber sur une assiette, le son résonnant comme un coup de feu dans la pièce soudainement silencieuse. Je suis sorti de l'ombre et suis entré dans la lumière chaude de la salle à manger. Les trois ont tourné la tête vers la porte comme un seul homme. Leur visage. Je verrai leur visage dans mes rêves pour le reste de ma vie. La bouche de ma mère était ouverte, un morceau de nourriture à moitié mâché, sa main figée au-dessus de son assiette. Le verre de vin de Tamara était arrêté à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux écarquillés de pur choc animal, la couleur quittant son visage. Et Ryan. Son sourire suffisant et satisfait de country club s'est dissous. Il ne s'est pas seulement estompé, il est tombé de son visage. Sa peau, habituellement si rose et sûre d'elle, est devenue d'un blanc pâle, maladif, crayeux. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Mais je n'étais pas un fantôme. Je n'étais pas la manie faible et brisée dont il se souvenait. Je n'étais pas le bouc émissaire en pull trop grand qu'il pouvait moquer et rejeter. J'avais passé 2 heures à l'hôtel à me préparer. Je portais un tailleur pantalon rouge sang, affûté comme une lame, un tailleur de pouvoir. Mes cheveux, qu'ils avaient l'habitude de voir en une simple touffe, étaient tirés en arrière en un chignon sévère, puissant et étroitement enroulé. La coiffure montrait la seule chose que je voulais qu'ils voient. La fine cicatrice argentée en forme de croissant sur ma tempe, le reçu de l'accident pour lequel il avait payé. Je n'étais pas la victime. J'étais le châtiment. Et je n'étais pas venu seul. Brenda s'est avancée à côté de moi, une ombre sombre et élégante dans un costume gris anthracite. Ses talons ont claqué 2 fois sur le parquet. Elle ne portait pas sa mallette comme un accessoire. Elle la tenait comme une bombe. Derrière nous, remplissant l'embrasure de la porte, se trouvaient les 2 détectives. Ils étaient grands, impassibles, et leur costume civil ne cachait en rien le poids des badges et de l'équipement accrochés à leur ceinture. Ils n'ont pas regardé la nourriture. Ils n'ont pas regardé la porcelaine fine. Ils n'ont pas regardé ma mère ni ma sœur. Ils ont regardé droit vers Ryan. Ma mère, Patricia, a été la première à retrouver sa voix. Son choc s'est instantanément transformé en son état par défaut, la colère. Imani, a-t-elle hurlé, frappant la table de la salle à manger de sa main, faisant vibrer la bonne porcelaine. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas la bienvenue dans cette maison. Sors. J'ai fait un autre pas dans la pièce, mes yeux froids. Je suis venu reprendre ce qui est à moi, maman. Et pour assister à l'acte final de votre performance. Ça suffit. A aboyé Ryan. Il s'est levé d'un bond de sa chaise, sa serviette tombant au sol. Il a essayé de bomber le torse, de retrouver le contrôle qu'il venait de perdre. Son visage était tacheté et rouge. Vous êtes en violation de propriété. Je vous ordonne de quitter cette propriété immédiatement avant que j'appelle la police. Oh, il n'est pas nécessaire de les appeler, a dit Brenda en s'avançant. Elle a ouvert sa mallette avec un clic fort et sec. Ils sont déjà là. Sur ce, les 2 détectives sont sortis du couloir, nous dépassant pour se tenir au centre de la pièce. Ils n'ont rien dit. Ils sont juste restés là. Leur présence a aspiré tout l'air de la pièce. Le visage de Ryan, qui avait été rouge de vantardise, est devenu d'un blanc crayeux et maladif. Tamara a laissé échapper un petit gémissement terrifié et s'est recroquevillée sur sa chaise. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A-t-elle balbutié, me regardant. Imani, qu'as-tu fait? Tu es folle? J'ai ri. Le son était froid. Suis-je folle? Ai-je répété,
faisant un pas vers elle. Suis-je folle, Tamara, ou est-ce fou de conspirer avec ton mari? Est-ce fou d'utiliser sa société, Brox Holdings, pour engager un camion afin de faire sortir ta propre sœur de la route? C'est un mensonge, a hurlé Tamara, mais sa voix était faible et paniquée. Ah oui, a dit Brenda. Elle a sorti un document de sa mallette et l'a claqué sur la table de la salle à manger, juste au-dessus du poulet rôti. Ryan Brox, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre au premier degré et fraude financière. Un détective s'est avancé et a tiré les mains de Ryan derrière son dos. Vous avez le droit de garder le silence. Tamara Brox a poursuivi Brenda, claquant un deuxième document. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre et fraude financière. Nous avons vos SMS à Marcus Vance. Mon préféré, a-t-elle dit en lisant depuis son téléphone, est celui où vous avez dit « Dépêche-toi de le faire ». Maman a déjà accepté de témoigner qu'Amani est instable. Le deuxième détective s'est dirigé vers Tamara, la relevant de sa chaise par le bras. Non, a soudainement rugi Ryan, sa bravade disparue, remplacée par une pure panique pleurnicharde. Il a essayé de se tordre. C'est elle. C'était tout elle. Elle m'a dit de le faire. Elle m'a poussé. Elle a dit qu'Imani le méritait. Espèce de lâche, a hurlé Tamara, toute sa contenance disparue, remplacée par la rage féroce d'un rat acculé. Tu m'as dit que c'était une affaire sûre. Tu m'as ruiné. Elle a tourné son visage vers moi, les yeux pleins de venin. C'est toi. C'est toi qui as fait ça. Tu as tout détruit. Espèce d'ingrate. La police les a menottés tous les deux et a commencé à les sortir de la pièce. Leur dîner du dimanche était terminé. Je les ai regardés partir. Puis je me suis tourné vers la seule personne restée à table, ma mère. Elle était juste assise là, stupéfaite, le visage flasque, les yeux vides. J'ai marché lentement jusqu'à elle, jusqu'à ce que je sois debout au-dessus d'elle. Tu as toujours dit que j'étais la ratée, maman, ai-je dit, ma voix calme. Tu as toujours dit que j'étais la déception. Elle me fixait simplement. Ton Golden Boy Marcus a essayé de me tuer. Ta Golden Girl Tamara l'a aidé. Et toi? Tu étais le témoin vedette. J'ai montré son assiette du doigt. Tout ça, toute ta loyauté, tout ça juste pour impressionner un homme qui ne te respecte même pas, je me suis penché plus près. Profite bien de ton dîner. Et puis je me suis retourné et je suis parti. 6 mois plus tard, j'étais assise au premier rang d'une salle d'audience. Ça sentait le café rassis et le vieux bois. Je n'étais plus la femme sur le lit d'hôpital ni le fantôme en tailleur pantalon rouge. J'étais juste un témoin. Marcus a été le premier à être condamné. Les preuves que Brenda et les détectives avaient trouvées étaient accablantes. La fraude électronique, les journaux du serveur du cabinet d'avocats, les relevés bancaires de ma carte volée, et sa propre attaque idiote et paniquée contre moi à l'hôpital. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre au premier degré, de conspiration en vue de commettre une fraude et de vol qualifié. Le juge n'a pas été tendre. Il l'a qualifié de parasite et de tâche pour sa propre communauté. Il a été condamné à 25 ans dans un pénitencier d'État, sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que la sentence était lue, Marcus, vêtu d'une combinaison orange mal ajustée, a tourné la tête. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je ne m'attendais pas à du remords. Je ne m'attendais pas à des excuses, et je n'en ai pas eu. Ses yeux n'étaient pas tristes. Ils n'étaient pas vaincus. Ils étaient pleins d'une haine brûlante et toxique. Il n'était pas désolé pour ce qu'il avait fait. Il était juste furieux que j'ai survécu. Puis ce fut le tour de Ryan. Mon beau-frère Ryan Brox, le roi de notre famille, a fait ce que font tous les lâches avec de l'argent. Il a essayé de négocier un accord. Pour se sauver. Il a tout avoué. Il a admis avoir engagé le camion. Il a admis avoir financé tout le complot. Il a admis la conspiration. Et puis, avec un désespoir pathétique et pleurnichard, il a blâmé tout le monde. Il a dit au tribunal qu'il avait été manipulé, qu'il avait subi des pressions, qu'il n'était pas dans son état normal. Et il a pointé du doigt ma sœur. Il a dit au tribunal que Tamara était le véritable cerveau, qu'elle était celle consumée par la jalousie, qu'elle était celle qui l'avait poussé, qui lui avait donné l'idée, qui avait dit que je le méritais. Le juge n'a pas tout cru, mais les aveux lui ont valu une peine réduite. Pas la liberté, mais un accord.
Ryan Brox, l'homme de la vieille bourgeoisie, a été condamné à 15 ans pour conspiration en vue de commettre un meurtre. Il a été définitivement déchu de ses licences financières. Sa carrière était terminée. Mais le vrai retour de bâton est venu de sa famille. Sa riche famille blanche de Virginie, qui était assise dans la salle d'audience avec un air horrifié, n'a pas attendu l'appel. Ils l'ont désavoué. Pas lui. Ils ont désavoué Tamara. La femme noire qui, à leurs yeux, avait corrompu leur fils, qui avait apporté cette honte et ce scandale à leur bon nom. Ils lui ont coupé les ponts complètement et immédiatement. Elle a perdu sa maison. Elle a perdu son statut. Elle a perdu son argent. Et elle a perdu son mari. Elle a été condamnée comme complice et a reçu 10 ans. Elle a tout perdu. Et ma mère, Patricia Washington, était assise au fond de la salle d'audience, seule. Elle avait perdu ses 2 enfants en or. Sa fille parfaite et brillante, et son gendre charismatique et génial, tous partis. Son monde entier, celui qu'elle avait construit sur les apparences et le favoritisme, s'était évaporé. Elle était assise là, une petite vieille femme, regardant toute sa vie s'effondrer. Elle m'a appelé des centaines de fois. Elle laisse de longs messages décousus et pleurant. Parfois, elle est en colère. Parfois, elle supplie. Parfois, elle ne fait que pleurer. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai pas répondu à un seul. Voici la leçon que j'ai apprise de tout ce cauchemar. Mon histoire montre que parfois, les personnes qui sont censées être vos plus grands protecteurs sont en réalité vos prédateurs les plus dangereux. L'argent, surtout une grosse somme comme 29 millions de dollars, ne change pas les gens. Il révèle simplement qui ils ont toujours été. Il agit comme un projecteur, illuminant l'avidité, la jalousie et la cruauté qui se cachaient dans les ombres de la famille. Ils m'ont traité de perdante, mais ma valeur n'a jamais été définie par leur validation. La justice ultime n'a pas été seulement de les voir se faire arrêter. C'était de réaliser que j'avais survécu et que ma nouvelle vie serait construite sur ma propre force, loin de leur poison. Un membre de votre famille a-t-il déjà essayé de vous convaincre, ou de convaincre les autres, que vous étiez l'instable ? J'adorerais lire votre histoire dans les commentaires ci-dessous.